Vous croyez être une personne morale, avec des valeurs, des principes, une âme? Ce n'est qu'une question de prix. Point final. Bienvenue sur Vérités interdites. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'un des mensonges sociaux les plus normalisés. Un mensonge que nous nous racontons à nous-mêmes pour pouvoir dormir la nuit. L'idée que l'argent est un outil neutre et que l'argent ne change pas les gens, il révèle qui ils sont vraiment. C'est une belle fable, rassurante. Elle nous permet de croire en une essence humaine immuable, une âme pure que la richesse ou la pauvreté ne ferait que mettre en lumière. C'est du romantisme à bon marché, et c'est faux, dangereusement faux. La vérité interdite, c'est que l'argent n'est pas un révélateur, c'est un alchimiste de l'âme. Il ne se contente pas de montrer ce qui est là, il prend la matière première de votre personnalité, vos peurs, vos espoirs, vos traumatismes, vos faiblesses, et il la transmute, il la transforme en quelque chose d'autre, parfois en or, souvent en plomb. Et ce processus de transformation est systémique, psychologique et presque toujours irréversible. Prenons un premier exemple, concret, trivial, que vous avez tous vu. Imaginons Pierre et Paul, étudiants, colocataires, ils partagent des pâtes, se prêtent des t-shirts, se couvrent mutuellement pour un loyer en retard. Leur amitié est vraie, forgée dans la précarité joyeuse. Survient pour Pierre un héritage inattendu, un gain à la loterie, un succès professionnel fulgurant. Les premiers mois, il paye plus souvent les restos, offre une bouteille, il dit « Rien n'a changé les gars », c'est le mensonge. Car déjà l'alchimie opère. Pierre ne se voit plus comme le membre d'un duo d'égaux, il se voit comme un mécène, un patron. Subconsciemment, il s'attend à de la gratitude, à une déférence. Paul, lui, ressent d'abord de la joie pour son ami, puis un inconfort. Doit-il toujours proposer de partager l'addition? Si Pierre paye tout, que devient sa dignité? Cette dette symbolique pèse. Les blagues ne tombent plus pareilles. Une barrière invisible, faite de billets, s'est érigée. Pierre propose un voyage, Paul ne peut pas suivre, l'écart se creuse. L'argent n'a pas révélé que Pierre était un snob et Paul un jaloux. Il a créé une dynamique de pouvoir nouvelle, dans laquelle leurs anciens schémas relationnels sont devenus obsolètes. L'alchimie a transformé l'égalité en patronage, la camaraderie en comptabilité émotionnelle. L'argent ne révèle pas ton caractère, il écrit un nouveau scénario et te force à jouer un rôle que tu n'as pas répété. Les philosophes l'ont pressenti depuis longtemps. Socrate, dans l'Agora, méprisait la richesse non par ascétisme bête, mais parce qu'il voyait en elle un corrupteur de l'âme. Pour lui, l'exigence de richesse détourne l'homme de sa seule quête légitime, la connaissance de soi. L'argent vous fait croire que vous êtes en train de vous réaliser, alors que vous êtes en train de vous quitter. Épicure, si mal compris, ne prenait pas l'orgie, mais la satisfaction des désirs naturels et nécessaires. L'argent, lui, s'engouffre dans la faille des désirs vains, le besoin de paraître, de dominer, d'accumuler pour l'accumulation. Il vous rend étranger à vos propres besoins réels. Mais c'est peut-être Jean-Jacques Rousseau qui a le mieux saisi le mécanisme. Dans son discours sur l'origine de l'inégalité, il lie propriété, richesse et corruption sociale. L'invention de la propriété, dit-il en substance, a inventé l'envie, la comparaison, le mépris. L'argent est le langage universel de cette comparaison. Il ne change pas les gens individuellement, il change le jeu social dans lequel ils évoluent et les oblige à changer pour s'y adapter. Vous n'êtes plus jugé sur votre courage ou votre sagesse, mais sur votre solde bancaire, et vous finissez par vous juger vous-même à cette aune. Vous devenez l'esclave du regard que vous croyez que les autres portent sur votre portefeuille. Rousseau l'avait vu, l'argent n'est pas une ressource, c'est un terrain de jeu. Et sur ce terrain, les règles transforment les joueurs en monstres de compétition. Prenons un exemple plus sombre, la famille. Mensonge social normalisé numéro 1, l'argent ne doit pas compter dans une famille. C'est le vœu pieux absolu. La réalité, l'argent est le tueur silencieux de milliers de familles. L'héritage surtout. Observez, un patriarche, une matriarche meurent. L'actif successoral n'est pas seulement un bien, un compte, c'est un testament symbolique. Qui reçoit quoi, c'est dans l'inconscient collectif qui était le plus aimé, qui a le plus de valeur.
La fratrie qui partageait des souvenirs devient une assemblée d'avocats en herbe, déchiffrant chaque ligne du testament comme un message crypté de préférence parentale. Le frère aîné qui a tout donné pour les parents vieillissants estime mériter plus. La sœur éloignée géographiquement se sent lésée. La maison de famille n'est plus un lieu de mémoire, mais un actif à liquider le plus vite. Les rancœurs refoulées pendant des décennies, jamais exprimées, trouvent dans l'argent un exutoire parfait, un langage tangible pour régler des comptes immatériels. L'argent n'a pas révélé que ses frères et sœurs étaient cupides, ils étaient peut-être des gens normaux, avec des amours et des jalousies normales. L'argent a catalysé ces jalousies, leur a donné un objet concret, un enjeu matériel qui a transformé une tension latente en guerre froide, puis en guerre ouverte. Il a changé des liens de sang en relations contractuelles conflictuelles. Cette vérité vous parle-t-il? Vous est-il arrivé de sentir qu'un héritage, un prêt, une différence de salaire avait altéré à jamais l'équilibre d'une relation qui vous était chère? Si ces paroles touchent votre cœur, laissez une trace de votre passage en commentaire. Partagez votre expérience, anonymement si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas seul à voir ces mécanismes. Rejoignez notre cercle, celui des membres de Vérités Interdites, en vous abonnant. C'est ici que nous décryptons ensemble les poisons sociaux qui nous corrompent à petit feu. Passons à la sphère intime. L'argent vous change à vous-même. C'est peut-être le plus insidieux. La psychologie sociale nous éclaire ici. Le phénomène de distance au pouvoir. Les études le montrent. Les individus placés dans des positions de puissance financière, réelles ou même simplement simulées en laboratoire, développent des traits communs. Une diminution de l'empathie, une difficulté accrue à lire les émotions sur les visages des autres, une augmentation des comportements égoïstes et de la tendance à considérer les règles comme inapplicables à leur personne. Concrètement, l'homme qui roule en Ferrari a statistiquement moins de chances de s'arrêter à un passage piéton. Ce n'est pas parce que tous les riches sont des brutes, c'est parce que l'expérience répétée de la facilité, du traitement préférentiel, de la barrière physique que représente une voiture de luxe, réorganise votre perception du monde. Vous passez d'un état d'interdépendance, j'ai besoin des autres, je suis soumis aux mêmes règles, à un état d'indépendance autarcique. Mon argent me protège, me dispense des contraintes communes. Le monde cesse d'être un réseau de relations pour devenir un terrain de jeu dans lequel vous êtes le centre. L'argent ne te rend pas supérieur, il te rend insulaire. Il te coupe du continent humain pour faire de toi une île de plus en plus solitaire et ourde aux appels des autres. Karl Marx ne parlait pas que d'économie, il parlait d'aliénation. L'argent, dans son système, est la matérialisation de toute valeur. Et quand tout peut s'acheter, tout peut se vendre, incluant votre temps, vos relations, votre intégrité, vous devenez étranger à votre propre production, à votre communauté et finalement à vous-même. Votre être se réduit à votre avoir. Vous confondez votre valeur nette avec votre valeur humaine. C'est une alchimie diabolique. Vous entrez avec une âme, vous sortez avec un bilan. Mais il ne faut pas tout rejeter sur les riches. L'argent change aussi radicalement le pauvre ou celui qui a connu la pauvreté. La mentalité de pénurie, bien documentée, verrouille le cerveau dans un mode survie à court terme. L'obsession du manque, la peur viscérale de retomber peuvent transformer une personne généreuse en être calculateur, anxieux, incapable de profiter de ce qu'il a, toujours tourné vers la prochaine menace. L'argent, ici, ne révèle pas l'avarice, il installe une prison cognitive. Il change la structure même de votre pensée, votre rapport au temps, à l'avenir, à la confiance. Illustrons avec deux archétypes. D'abord, le parvenu. Il a connu la faim, sociale ou réelle. Puis, coup de tonnerre, l'argent arrive. Son changement n'est pas une révélation, c'est une surcompensation. Il va s'acheter les symboles les plus criants de la réussite. Sa consommation est bruyante, agressive. Pourquoi? Parce qu'il ne paye pas pour un produit, il paye pour effacer son ancien moi. Chaque montre de luxe est un gommage de l'humiliation passée. Chaque dîner ostentatoire est un exorcisme. Il change parce qu'il est en guerre contre le fantôme de celui qu'il était. L'argent est son arme et son armure. Il finit par mépriser ceux qui sont restés en arrière, c'est-à-dire dans la condition qu'il a fui, car il lui rappelle ce qu'il déteste en lui. C'est une tragédie grecque moderne. Ensuite, le rentier de troisième génération. Lui, né dans la soie.
Son changement est plus subtil, plus profondément encodé. L'argent pour lui n'est pas une conquête, c'est un état naturel, comme l'air. Il a développé une compétence émotionnelle atrophiée. Pourquoi? Parce que l'argent a toujours résolu ses problèmes. Triste, un voyage. Problème relationnel, un cadeau. Ennui, un nouveau hobby coûteux. L'argent lui a évité d'apprendre les compétences fondamentales de l'être humain, la résilience, la négociation de conflits, la gestion de la frustration, la construction patiente. Il vit dans un monde aseptisé où les conséquences de ses actes sont amorties par des liquidités. Il peut être gentil, mais d'une gentillesse abstraite, détachée, car il n'a jamais eu à lutter avec ou pour quelqu'un. Son âme est plate, sans relief, car elle n'a jamais été érodée par les vraies tempêtes. L'argent l'a changé en le mettant dans une bulle stérile. Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces portraits? Ou reconnaissez-vous quelqu'un de votre entourage? Cette analyse est difficile, elle demande du courage. Mais c'est le prix de la vérité. Si vous voulez continuer à explorer avec nous ces zones d'ombre de la condition moderne, abonnez-vous à Vérités Interdites. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines dissections. Et surtout, partagez cette vidéo. Pas pour moi, pour que quelqu'un, quelque part, qui se sent seul à voir ces mécanismes, sache qu'il n'est pas fou, qu'il y a une communauté qui pense comme lui. Regardons maintenant à l'échelle de la société. Comment l'argent change-t-il les groupes? Prenez l'artiste. Rêveur, marginal, contestataire. Il perce. Les galeries s'arrachent ses œuvres. Les collectionneurs le couvrent d'or. Mensonge social, il a réussi sans se vendre. La vérité interdite, l'alchimie est en route. Son public change. Il ne crée plus pour ses pairs, pour les initiés, mais pour des acheteurs. Consciemment ou non, il commence à intégrer ce qui plaît, ce qui se vend. Sa marginalité, sa rage, son angle brut s'arrondissent, se positionnent. L'artiste rebelle devient une marque. L'argent a changé son public, donc changé son miroir, donc changé son œuvre, donc changé son être. Il ne s'est pas vendu, il a été transformé par l'écosystème que l'argent a créé autour de lui. Prenez le militant, fougueux, idéaliste. Son mouvement prend de l'ampleur, reçoit des dons importants, doit s'organiser, payer des salaires, avoir un siège social. L'argent impose sa logique. La gestion, la communication de crise, la recherche de financement, le militant passe plus de temps en réunion de comité directeur qu'en terrain. Son langage se modère pour ne pas effrayer les donateurs. La fin justifie peut-être encore les moyens, mais la pérennité de la structure devient une fin en elle-même. L'argent a changé la lutte en entreprise. Il a changé le révolutionnaire en manager. L'argent est un dissolvant. Il dissout les convictions pures dans l'acide de la gestion et il ne reste souvent qu'un résidu tiède et présentable. Citons Friedrich Nietzsche ici. Lui qui parlait de la mort de Dieu voyait le danger d'une nouvelle idole, le veau d'or. L'argent dans une société nihiliste devient la valeur de par-faux. Quand plus rien n'a de sens en soi, le sens se mesure en euros. Cette transmutation de toutes les valeurs en valeurs marchandes change l'homme en dernier homme, celui qui cligne de l'œil, qui dit à quoi bon, et qui préfère son petit confort à toute grande aventure, à tout grand risque. L'argent est le facilitateur suprême du dernier homme. Il lui permet d'acheter son bonheur prémâché et d'éviter toute remise en question qui pourrait être douloureuse. Il change l'être humain potentiellement héroïque en simple consommateur de sa propre vie. Et que dire de notre rapport au temps? L'argent le change radicalement. L'homme pauvre ou pressé échange son temps contre de l'argent. L'homme riche échange son argent contre du temps. Cela semble équitable, sauf que ça ne l'est pas. Car le riche peut acheter le temps des autres. Il externalise tout ce qui est pénible. Le ménage, la cuisine, les courses, l'éducation des enfants, nounous, précepteurs, même les tâches administratives, assistants personnels. Ce qu'il achète, en réalité, c'est du temps de vie de qualité, débarrassé des contingences. Mais ce faisant, il perd le contact avec la texture réelle de l'existence. Il ne sait plus ce que c'est que d'attendre, de laver, de ranger, de se confronter à la lenteur des choses. Son temps devient abstrait, une suite de loisirs et de décisions stratégiques. Le temps du pauvre est concret, lourd, usant. L'argent crée donc deux espèces humaines distinctes, vivant dans des expériences temporelles différentes. Ils ne vivent plus dans le même monde, ils ne peuvent plus se comprendre. Imaginez un arbre. Ses racines, c'est votre humanité de base, vos besoins, vos liens, vos vulnérabilités. L'argent, c'est l'eau et les nutriments. Un peu et l'arbre s'épanouit. Trop et il se passe quelque chose de monstrueux. Les racines, gorgées de cet or liquide, se mettent à durcir, à se minéraliser.
Elle ne cherche plus les profondeurs de la terre, les connexions avec les autres racines. Elle se recouvre d'une carapace brillante et froide. L'arbre grandit, oui, majestueux, mais il est fragile. Le premier coup de vent violent et il se renverse, car ses racines, devenues d'or, ne le tiennent plus. Elles ont perdu leur fonction première, ancrées, partagées, puisées dans l'humus commun. L'argent a changé la nature même de ses fondations. Cette métaphore vous parle-t-elle? Vous sentez-vous parfois comme cet arbre? Ou voyez-vous des arbres avec des racines d'or autour de vous? Notre communauté, Vérités Interdites, est un espace pour partager ses observations, ses craintes, ses prises de conscience. Laissez un commentaire pour dire ce que cette image évoque en vous. Et si vous voulez aider cette chaîne à grandir pour qu'elle puisse continuer à creuser ces sujets essentiels, le meilleur soutien est de vous abonner et de partager cette vidéo autour de vous. C'est ainsi que nous brisons l'isolement que le système crée. Alors, que faire? Faut-il jeter son argent par la fenêtre? Non, ce serait un autre romantisme idiot. La sagesse, c'est de comprendre le pouvoir alchimique de l'argent pour s'en protéger. Soyez conscient du poison comme de l'antidote. L'argent peut aussi libérer du temps pour la famille, la créativité, le bénévolat. Mais cela ne se fait pas naturellement. Cela demande une vigilance éthique active. Donnez avant que l'argent ne vous apprenne à accumuler, partagez avant qu'il ne vous apprenne à compter. Forcez-vous à rester en contact avec les réalités concrètes. Cultivez des zones sans argent, des relations, des passions, des espaces où votre valeur naît et ne sera jamais liée à votre contribution financière. Un ami avec qui vous ne parlez jamais de travail, de salaire, d'achat. Une activité où vous êtes un débutant éternel, nul et heureux de l'être. Souvenez-vous de la leçon des philosophes. Pour les stoïciens comme Sénèque, qui étaient riches ironiquement, la richesse est une chose indifférente. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Ce qui compte, c'est la vertu avec laquelle on la gère et on la vit. Le vrai danger est de la laisser pénétrer dans le noyau de votre identité. Gardez une part de vous inaliénable, qui ne s'achète ni ne se vend. Une part qui resterait intacte si demain vous perdiez tout. L'argent change les gens. Ce n'est pas une fatalité, c'est un processus chimique dont nous pouvons étudier les lois. En le comprenant, nous pouvons peut-être non pas l'arrêter, mais le contrôler. Nous pouvons décider quels changements nous acceptons et quels changements nous combattons de toutes nos forces. Ne vous demandez pas « est-ce que l'argent me changerait ?» Il vous changera. La seule question est « en quel monstre ou en quel gardien déciderez-vous de vous laisser transformer ?» Cette vérité était-elle interdite? Elle l'est car elle remet en question le rêve capitaliste qui nous vend l'argent comme une simple extension de notre liberté et jamais comme un sculpteur de nos âmes. Si cette plongée dans les profondeurs tourbes de l'alchimie moderne vous a intéressé, parlez-en, débattez en commentaire. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui, selon vous, a besoin de cet avertissement. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mensonges qui structurent nos vies, abonnez-vous à Vérités Interdites. Cliquez sur la cloche. La connaissance de ces mécanismes est la première étape pour reprendre le contrôle de notre propre transformation. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants.